Désormais, je suis la mort, le destructeur des mondes. Le premier essai réussi d'une arme nucléaire plonge son fondateur dans un état de terreur. Il se rend compte avec effroi qu'il a ouvert la boîte de Pandore. 17 ans plus tard, les grandes puissances possèdent un arsenal nucléaire capable d'effacer toute trace de vie sur Terre. La tension entre le bloc occidental et le bloc communiste est à son apogée. Il suffirait d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres et déclencher la Troisième Guerre mondiale. Cette étincelle éclate en octobre 1962, plongeant le monde au bord de l'apocalypse. Le 14 octobre, un avion espion américain U-2 survole Cuba. Il participe à un programme de surveillance quotidien de l'île depuis le coup d'État communiste de Fidel Castro. Le pilote prend une série de photos qui sont ensuite remises au Pentagone pour analyse. Sur certaines d'entre elles, les techniciens remarquent un site au milieu de la jungle avec ce qui ressemble à des rampes de lancement et des missiles. Comparant ces photos avec celles du défilé militaire du 1er mai sur la place Rouge, il découvre qu'il s'agit de SS-4, des missiles balistiques porteurs de charges nucléaires. Le président John Kennedy est prévenu immédiatement. Il réunit en urgence un conseil de crise à la Maison-Blanche. Pour ses conseillers militaires, il est évident que le chef de l'État soviétique, Nikita Khrouchtchev, a abandonné la doctrine de destruction mutuelle assurée pour la remplacer par une politique de la première frappe. En réalité, le soviétique ne souhaite pas attaquer les États-Unis. Il veut avant tout faire planer une menace sur l'Amérique et créer un contrepoids aux missiles américains basés en Turquie qui le rendent très nerveux. Mais pour Kennedy, la présence des SS-4 à Cuba ne peut être tolérée. Les analystes du Pentagone lui indiquent qu'ils ne seront pas opérationnels avant une quinzaine de jours. C'est donc le délai qu'il se donne pour les faire sortir de l'île d'une manière ou d'une autre. La cellule de crise, baptisée EXCOM, ne voit que deux solutions. Soit une série de négociations et de pressions diplomatiques pour pousser les soviétiques à retirer leurs missiles, soit une attaque aérienne pour les détruire, suivie d'une invasion de Cuba. Dean Rusk, le ministre des Affaires étrangères, fait remarquer que les négociations risquent de durer très longtemps et de n'aboutir à rien jusqu'à ce que les SS-4 soient opérationnels. L'option diplomatique est donc abandonnée et les préparatifs militaires débutent. Kennedy n'a qu'un avantage sur Khrouchtchev. Ce dernier ne sait pas qu'il sait. Pour maintenir cette illusion, le programme quotidien de JFK n'est pas modifié. Ses déplacements et ses discours sont maintenus et il est exfiltré discrètement chaque fois qu'il doit assister à une réunion sur la crise. La presse est maintenue à l'écart, on lui indique que les déplacements de troupes sont liés à un exercice militaire, et on se garde bien de l'informer que les forces armées américaines sont placées de DEFCON 5 à DEFCON 4. Mais en privé, Kennedy s'inquiète. Comment réagiront les soviétiques à une attaque sur Cuba? Si les attaques aériennes tuent certains techniciens soviétiques présents sur place, ils n'auront pas d'autre choix que d'exercer des représailles, probablement en envahissant Berlin-Ouest. Dans ce cas, l'OTAN sera obligée de réagir, provoquant un affrontement armé avec les troupes du pacte de Varsovie. Et donc, par extension, une guerre nucléaire totale entre les deux blocs. Kennedy a le sentiment d'être coincé. S'il envahit Cuba, c'est la guerre. S'il ne fait rien, ce sera la guerre dans quelques semaines, car les soviétiques auront lancé une nouvelle provocation à laquelle il sera obligé de répondre. Le ministre de la Défense, Robert McNamara, propose alors une alternative. Dévoiler au monde entier la présence des missiles et imposer à Cuba un embargo sur les livraisons de matériel militaire.
On lui fait remarquer que cet embargo ne fera qu'empêcher la livraison de nouveaux missiles et qu'il ne règle pas le problème de ceux déjà présents. Mais Kennedy note que cette solution mettrait les soviétiques en porte-à-faux devant l'opinion mondiale et pourrait les pousser à éventuellement négocier. Il se donne plusieurs jours pour prendre sa décision. Le 22 octobre, les Américains sont informés que le président parlera à la télévision d'un sujet important concernant la défense nationale. À 20 h, c'est un Kennedy pâle et tendu qui se présente devant les caméras. Il les informe de la présence de missiles balistiques soviétiques à Cuba et menace l'URSS de représailles massives si ces missiles sont lancés. Il ajoute qu'il a pris la décision d'imposer un blocus naval sur les livraisons d'armes au régime castriste qui prendra effet le lendemain à 10 h. Le monde entier apprend avec stupeur la nouvelle. Les soviétiques, surpris, nient farouchement et accusent les États-Unis de provocation. Mais les alliés occidentaux apportent leur soutien inconditionnel à Kennedy. Sa décision n'a pas été facile. Les militaires le poussent à attaquer sans délai Cuba, et certains faucons de l'administration le soupçonnent de lâcheté et de faiblesse. Mais le président est bien décidé à garder le contrôle de la situation et à ne pas se laisser forcer la main, même s'il a dû placer les forces armées en DEFCON 3. Un peu avant 10 h, Kennedy s'installe dans la salle du conseil de guerre du Pentagone et ordonne la mise en application officielle du blocus. On l'informe qu'une douzaine de navires soviétiques se dirigent vers Cuba. Aucun ne fait mine de s'arrêter. L'amiral Anderson informe le président que si l'un d'eux tente de forcer le blocus, la procédure est la suivante. Un bâtiment américain lui ordonne par signaux optiques de s'arrêter. S'il refuse, on tire un coup de semonce. S'il s'obstine, on tire sur son gouvernail pour l'immobiliser. L'ambiance dans la salle est très tendue. Le fait d'ouvrir le feu sur un navire soviétique, même si c'est seulement pour l'immobiliser, peut mettre le feu aux poudres. Le destroyer Pierce suit le navire le plus proche de la limite du blocus, le Kemov. Malgré les signaux optiques, il poursuit sa route. En outre, le Pierce détecte la présence d'un sous-marin soviétique. La tension atteint son apogée. Au moment où Kennedy s'apprête à ordonner le tir de semonce, le Pierce l'informe que le navire ralentit, puis s'immobilise. Quelques instants plus tard, l'amiral Anderson déclare que tous les autres navires se sont arrêtés et que certains commencent à faire demi-tour. Kennedy souffle un soupir de soulagement. Khrouchtchev a compris que le président américain ne céderait pas et a ordonné en personne le retrait de ses navires. Mais rien n'est réglé. Les missiles sont toujours présents à Cuba et ils seront opérationnels dans 4 jours. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les Cubains et les Soviétiques affirment que les Américains n'ont présenté aucune preuve de la présence des missiles et les accusent de menacer la paix mondiale. Kennedy envoie son ambassadeur auprès des Nations Unies, Adlai Stevenson, pour convaincre l'opinion mondiale. Celui-ci regarde l'ambassadeur Zorin dans les yeux et lui demande s'il nie toujours la présence des missiles. Le soviétique indique qu'il n'est pas dans un tribunal américain et qu'il refuse de répondre à un procureur. Stevenson demande alors à ses assistants de sortir une série de photos de missiles prises par leurs avions espions et de le montrer aux participants. Il affirme que ces missiles existent bien et il accuse à son tour les soviétiques d'être les seuls responsables de cette crise. En un instant, il a réussi à retourner l'opinion publique mondiale. Mais le même jour, Kennedy apprend avec stupeur que le chef d'état-major de l'armée de l'air, Curtis LeMay, a ordonné de placer les forces stratégiques en DEFCON 2 sans son autorisation. Kennedy entre dans une colère noire. C'est exactement le genre d'escalade qu'il voulait éviter. Fou de rage, il accuse le général LeMay de forfaiture et d'insubordination, menaçant de le suspendre sur le champ. Mais ses conseillers l'en dissuadent,
car ils craignent que les soviétiques pensent qu'il ne sait pas tenir ses généraux. En fait, Khrouchtchev est confronté au même problème. La situation lui échappe, il n'arrive pas à stopper l'engrenage qui mène à la guerre. Les faucons du Politburo l'accusent d'indécision et il est obligé de suivre les règles d'engagement qui mènent à la montée de la tension. Après 10 jours de crise, les deux hommes sont à bout de force. Épuisé par le stress, Khrouchtchev souffre d'hypertension. Ses médecins le surveillent en permanence, craignant qu'il ne soit victime à tout moment d'un infarctus. Quant à Kennedy, il a les nerfs en piteux état. Il dort à peine, et ses douleurs au dos, séquelles d'une blessure de guerre, se ravivent et le font souffrir le martyre. Kenny O'Donnell est le plus proche conseiller de Kennedy. Le 25 octobre, il reçoit la visite de John Scali, journaliste de la chaîne télé ABC, qui l'informe qu'un certain Alexandre Feklissov, de l'ambassade soviétique, a pris contact avec lui pour l'informer qu'une résolution de la crise est possible. Il lui demande de transmettre à la Maison-Blanche une proposition. Les soviétiques acceptent de démanteler leurs missiles à Cuba en échange de la promesse que les États-Unis n'envahiront jamais l'île. Le FBI informe O'Donnell que Feklissov est un agent du KGB haut placé et surtout un ami très proche de Khrouchtchev. Mis au courant, Kennedy comprend que ce dernier a décidé de court-circuiter la chaîne de commandement pour s'adresser directement à lui, sans intermédiaire, afin d'échapper aux faucons du Politburo. Pour la première fois depuis le début de la crise, le dirigeant soviétique lui tend la main. Kennedy ne peut laisser passer une telle occasion. Scali indique donc à Feklissov que le président accepte le marché. La Maison-Blanche reçoit alors un long téléx qui précise les termes de l'accord. Les analystes de la CIA pensent que le téléx a été écrit par Khrouchtchev lui-même sans être passé par le Politburo et que son auteur est en proie à un stress considérable. Le président américain voit enfin le bout du tunnel. Mais quelques heures plus tard, il reçoit un nouveau téléx. Cette fois, le ton est nettement plus vindicatif. Les soviétiques se montrent intransigeants et formulent de nouvelles exigences. Ils demandent que les fusées américaines en Turquie soient démantelées. Les analystes sont formels, l'auteur de ce téléx n'est pas Khrouchtchev. Il n'y a qu'une explication. La ligne dure du Politburo, qui a découvert qu'il avait négocié avec les Américains dans son dos, l'a obligé à se rétracter. Kennedy n'a plus le choix. La mort dans l'âme, il ordonne l'invasion de Cuba, qui aura lieu dans 36 heures. JFK tente par tous les moyens de trouver une solution. Il est convaincu que l'invasion déclenchera la Troisième Guerre mondiale. Mais la situation continue d'empirer. On l'informe qu'un avion espion U-2 a été abattu au-dessus de Cuba lors d'une mission de reconnaissance. Son pilote, le commandant Anderson, a été tué sur le coup. Khrouchtchev avait pourtant donné l'ordre formel de ne pas tirer sur les avions de reconnaissance. Effondré, Kennedy a l'impression de vivre un cauchemar. Il ne reste plus que 24 heures avant la mise au point des missiles. Plus rien ne semble pouvoir empêcher l'apocalypse nucléaire. Pour Ted Sorensen, son conseiller juridique et auteur de la plupart de ses discours, il reste peut-être encore une chance pour sauver la situation. Il propose d'envoyer un message au Kremlin, indiquant que les Américains acceptent les termes de la première lettre, tout en faisant mine d'ignorer la seconde, comme si elle n'avait jamais existé. Cela pourrait permettre à Khrouchtchev de reprendre la main au sein du Politburo et de sortir de la crise. Kennedy décide de jouer cette ultime carte et d'envoyer au plus vite un interlocuteur pour parler à l'ambassadeur soviétique à Washington, Anatoly Dobrynin. Le choix de cet interlocuteur
est crucial. Si celui-ci se montre trop conciliant, les soviétiques tenteront d'imposer de nouvelles conditions, et s'ils se montrent trop intransigeants, ils se crisperont et refuseront toute négociation. Pour cette mission délicate, Kennedy désigne le seul homme en qui il a une confiance aveugle, son frère Bobby, ministre de la Justice. Celui-ci se rend immédiatement à l'ambassade soviétique. Lorsqu'il arrive sur place, il aperçoit une grande fumée noire qui sort de la cheminée du bâtiment. Les employés brûlent tous leurs documents. Rassemblant tout son courage, Bobby entre dans le bureau de Dobrynin. Il commence par lui dire que les États-Unis ne toléreront jamais la présence de missiles à Cuba. Puis il affirme que le président Kennedy accepte tous les termes de la première lettre de Khrouchtchev sur le démantèlement des missiles contre la promesse de ne jamais envahir l'île. Mais lorsque Dobrynin insiste sur la nécessité de démanteler les missiles américains en Turquie, comme ce qui était indiqué dans la deuxième lettre, il refuse net. L'Amérique ne peut céder sous la menace. Il se rapproche alors de son interlocuteur et l'informe que les missiles en Turquie sont obsolètes. Leur retrait, prévu depuis un certain temps, sera achevé dans 6 mois. Et ils ne seront pas remplacés. Mais il précise que cette information doit rester rigoureusement secrète et ne jamais être rendue publique. Dobrynin comprend le message. Cette fois, c'est au tour de Kennedy de tendre la main à Khrouchtchev. Il serre la main de Bobby, promet de transmettre le message immédiatement, avant d'ajouter « Espérons que la volonté des hommes de bien suffira à contrer ce terrible engrenage qui a été enclenché. » La Maison-Blanche attend toute la nuit dans l'angoisse la réponse de Khrouchtchev. Bobby dira plus tard qu'elle lui a semblé durer une éternité. En tout début de matinée, Radio Moscou informe le monde que Khrouchtchev accepte de retirer sans délai les missiles de Cuba afin de préserver la paix. La Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu. Les deux chefs d'État sortent de cette crise profondément marqués. Ayant frôlé l'apocalypse nucléaire, ils s'accordent pour créer une ligne de communication directe entre eux, le téléphone rouge, afin de désamorcer toute situation conflictuelle. Khrouchtchev envisage de geler l'accroissement de l'arsenal nucléaire soviétique et commence à parler de détente entre les deux puissances. Kennedy évoque la notion de coexistence pacifique et prépare un retrait complet des conseillers militaires américains au Vietnam. Mais les deux hommes ne pourront pas concrétiser leurs ambitions de paix. Le 22 novembre 1963, Kennedy est assassiné à Dallas. Son successeur, Lyndon Johnson, annule le retrait du Vietnam et déclenche une intervention armée en 1964, entraînant les États-Unis dans une guerre qui dura plus de 10 ans. La même année, Khrouchtchev, accusé d'aventurisme et de capitulationnisme, est brutalement déposé et remplacé par Brejnev. Il passera le reste de sa vie isolé et amer. Kennedy et Khrouchtchev étaient des politiciens. Ils n'hésitaient pas à utiliser les méthodes les plus basses pour arriver à leur fin. Mais confrontés à l'inéluctable, ils ont su prendre leurs responsabilités avec intelligence, courage et sang-froid. Entraînés dans un cercle vicieux, ils sont parvenus à en sortir, sauvant l'humanité d'une destruction certaine. For in the final analysis, our most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures. And we are all mortal.